Donc bonjour, donc on va commencer, il est 11 heures, parfait. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce, je pense, oui, 4e séminaire maintenant du GD, mensuel du GDRIA. Donc aujourd'hui, comme je rappelle le mode de fonctionnement, en général on n'autorise pas les personnes à ouvrir leur micro pendant le séminaire lui-même, d'une part pour l'enregistrement, d'autre part pour éviter que les invités indésirables aient trop de pouvoir si jamais il y en a qui arrivent. Et on les réouvre en général pour la séance de questions. Sinon, si vous voulez intervenir durant le séminaire, vous pouvez bien sûr mettre des choses dans le chat. Et durant la séance de questions, ça peut être à la fois dans le chat et à la fois en prenant le micro, si vous voulez. Donc voilà. Donc je remercie à la fois Frédéric d'avoir proposé ce séminaire et à la fois Pierre d'avoir accepté de donner ce séminaire. Donc Pierre qui va nous parler de programmation par contrainte et d'interprétation abstraite. Et comme d'habitude, donc on laisse les membres, le GT qui est à l'origine du séminaire, prendre la main scientifiquement. Donc je remercie encore Frédéric pour cette proposition et je vais donc lui laisser la main pour introduire Pierre, ce qu'il fera beaucoup mieux que moi. Et voilà, et mener ce séminaire et la suite du séminaire. Donc Pierre, Fred, quand tu veux. Ok, merci Sébastien. Bonjour à tous. Moi, je suis un des co-animateurs du GT RAP, représentation et algorithme en pratique. Donc, c'est un des groupes de travail du GDRIA. On s'intéresse principalement à travailler sur des problèmes qui étaient intraitables il y a encore quelques années, donc toute la famille des problèmes NP complets, par exemple. Et on essaye d'exploiter en fait toutes les avancées des algorithmes de résolution existants, mais et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de s'intéresser à tout l'aspect modélisation justement de ces problèmes, aspect souvent délaissé au profit de la partie résolution. Or, on sait tous très bien qu'un problème mal modélisé ne sera pas forcément très simple à résoudre. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai proposé du coup à Pierre Talbot de venir faire un séminaire. Donc, aujourd'hui, Pierre, alors il le réexpliquera peut-être rapidement, mais il est en poste au Luxembourg. Mais avant ça, donc, il avait commencé par faire une thèse à l'IRCAM et à la Sorbonne autour d'un langage qui mêlait le paradigme synchrone et puis le paradigme de programmation concurrente par contrainte. Et suite à cette thèse, il a fait un passage à Nantes où il a travaillé sur l'interprétation abstraite de la programmation par contrainte. Et c'est justement ce thème-là que je lui ai demandé de présenter aujourd'hui à la communauté. Pourquoi ce thème-là? Parce que tous ces concepts d'interprétation abstraite qui peuvent s'appliquer à la combinaison de solvers par contrainte, eh bien, ça ramène aussi à des questions de modélisation de problèmes qu'il peut y avoir en amont. Et donc, je pense que dans sa présentation, il arrivera à nous déjà s'expliquer un petit peu plus en détail ce que cette interprétation abstraite appliquée au solveur de contraintes et aussi qui nous donnera une ouverture sur peut-être d'autres types d'utilisation de l'interprétation abstraite. Voilà, donc Pierre, je te laisse la parole. Merci. Je vais partager l'écran. C'est bon pour l'écran, c'est bon pour le son? Parfait. Ok, merci. Donc, merci pour cette introduction et puis merci de m'avoir invité et pour l'organisation de ce séminaire. C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter mes travaux sur l'interprétation abstraite de la programmation par contrainte. Donc, comme l'a dit Frédéric, c'est quelque chose que j'ai découvert, en tout cas l'interprétation abstraite, quand je suis passé en postdoc à Nantes. Et je trouvais ça très intéressant. Du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour les travaux que je fais encore maintenant à l'Université du Luxembourg, qui sont programmation par contrainte et GPU. J'en toucherai un mot à la fin. Et du coup, à l'Université du Luxembourg, je suis postdoc. Il disait je suis en poste, mais non, je suis postdoc en poste. Donc voilà.
Je vais commencer par une petite introduction rapide de tout le séminaire et puis après j'irai dans les détails. Donc en gros, je vais essayer de vous présenter la fusion entre guillemets de la programmation, le raisonnement par contrainte un peu large qui inclut programmation par contrainte, SAT, SMT, etc. Et l'interprétation abstraite. Donc là, le raisonnement par contrainte, le raisonnement par contrainte, un exemple de problème pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh ben, ça permet de résoudre des problèmes combinatoires, notamment le voyageur de commerce. On a des villes, on a des routes entre ces villes, puis on aimerait bien voyager dans toutes les villes sans repasser par la même ville et faire ça en le minimum de kilomètres possible. Et ça, c'est un problème NP complet qui est difficile à résoudre. Et du coup, le raisonnement par contrainte peut s'appliquer à ce genre de problème. De l'autre côté, le deuxième domaine, c'est l'interprétation abstraite, qui là est plus utilisée en vérification, en analyse statique de programmes, par surapproximation de la sémantique d'un programme. On verra un peu ce que ça veut dire après. Et c'est basé sur une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des ordres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un sous-ensemble de cette théorie qui s'appelle les treillis, la théorie des treillis. Et puis j'appelle l'ensemble des deux Abstract Constraint Reasoning. Mais pourquoi veut-on faire une chose pareille, mélanger ces deux domaines? Mais il y a beaucoup de raisons. Déjà, je trouve que unifier les théories de différents domaines, c'est intéressant juste pour le côté mathématique de la chose. Mais il y a aussi des raisons plus pragmatiques, et je vais vous en présenter deux, introduire deux. La première, c'est que l'interprétation abstraite peut apporter des outils dans la programmation par contrainte pour combiner des solvers. Et puis, on verra aussi que la théorie des treillis, ça peut aider à faire le design d'un solver de contraintes sur GPU. Donc, ce deuxième point est un travail que je suis en train de faire pour le moment. Donc, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus une perspective dans cette présentation et ce sera beaucoup plus rapide que la première partie. Donc, allons-y directement par une petite introduction à ce nouveau domaine. Donc, ce que vous avez ici, c'est un treillis, treillis des intervalles qui sont entre 0 et 3, c'est le plus petit élément. Donc, un intervalle a une borne inférieure et une borne supérieure. Et ici, on voit que les éléments sont organisés dans un ordre partiel. Donc, il y a des éléments qui sont incomparables entre eux. Et puis, si on part de tout en bas et qu'on monte, on a un intervalle qui est de plus en plus petit. Et donc, on a de plus en plus d'informations parce que, bon, ça vient de la programmation par contrainte, mais en gros, au début, si on a une variable entre 0 et 3, on ne sait pas c'est quoi la solution. Donc, plus on monte et plus on vire des valeurs, plus on a d'informations. Et donc, tout en haut, on a des singletons. Et puis, encore plus haut, on a un conflit. Là, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Et on va voir ces treillis comme des structures de données, donc implémentables. Et j'aime bien un peu insister sur ce fait, avoir un pont entre la théorie et la pratique. Et on aura des algorithmes, du coup, sur ces structures de données qui sont en fait, d'un point de vue mathématique, des fonctions extensives. Donc, ça veut dire qu'ils, visuellement, ne font que monter dans le treillis. On a de plus en plus d'informations. Et avec ce treillis, on peut déjà implémenter une contrainte très très simple, mais une contrainte quand même, qui est x supérieur ou égal à 2, et qui est implémentée avec cette fonction-là, f de x, et puis x. Donc ça s'appelle l'opérateur de join, un peu l'union carrée comme ça, et qui permet du coup de mettre ensemble deux éléments. Donc on voit par exemple l'intervalle 1, 2 et 2, 3, si on les met ensemble, on a 2. Donc voilà. Et puis cette contrainte peut être modélisée par cette fonction. On l'applique sur n'importe quel élément, et puis ça va filtrer les valeurs qui ne sont pas des solutions de cette contrainte. Et pour simplifier un peu et pour vous donner une idée, parce que ce terme va pas mal revenir par la suite, si on prend le treillis, donc la structure de données en gros, et puis les fonctions extensives, les algorithmes, on met les deux ensemble et puis on va avoir ce qu'on appelle un domaine abstrait, donc un concept qui nous vient de l'interprétation abstraite. Donc, premier objectif, c'est combiner des solvers de contraintes. Donc, ça part un peu d'un constat, je trouve. Moi, j'ai pas mal étudié la programmation par contrainte. Je ne connais pas très bien les autres domaines, mais en fait, même en connaissant bien un de ces domaines, que ce soit la SAT pour les booléens, SMT, qui est un peu au-dessus de SAT, programmation logique, qui est encore une sorte de solver de contraintes un peu autre, ASP qu'on a vu dans des séminaires précédents, etc., etc.
En fait, quand on veut s'intéresser à un autre domaine, c'est très compliqué, je trouve, hein, parce que les gens n'utilisent pas le même vocabulaire, ne parlent pas le même langage, et pourtant, tout ça, c'est pour quand même résoudre un peu des problèmes similaires, c'est-à-dire on a une formule logique, on veut un modèle de cette formule logique. Et du coup, il y a déjà eu un travail qui a commencé de transformer tous ces solvers de contraintes, tous ces paradigmes, vers une sorte d'unification, vers des domaines abstraits, du coup, dont je vous parlais juste avant. Et là, vous avez quelques références sur ce qui a déjà été fait. Donc pour SAT, SMT, la programmation logique, programmation par contrainte. Et nous, moi principalement dans ce séminaire, je vais me baser, quand il y aura besoin d'exemples et tout ça, sur la programmation par contrainte, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et après, il reste pas mal de travail à faire pour d'autres techniques d'optimisation qui n'ont pas encore été prises en compte. Et puis, on peut voir un peu ce que ça va donner de généraliser tout ça. La deuxième partie, donc plus exploratoire, c'est d'utiliser cette notion de treillis et de fonctions extensives pour programmer sur les GPU. Donc, maintenant, les GPU, ils ont vraiment beaucoup de cœur et ça devient intéressant. Par exemple, les derniers de NVIDIA, ils ont 7000 cœurs. Donc, 7000 cœurs, ça commence à faire pas mal. Et l'idée, c'est de programmer plein de fonctions hyper simples et de les laisser évoluer indépendamment les unes des autres pour ensuite collecter les résultats. Donc ici, un exemple, c'est je récupère la fonction d'avant, donc f de x, pour modéliser cette contrainte-là, et puis j'en fais une autre. Encore, c'est très simple, mais tout ça, ça généralise à x inférieur ou égal à 2. Et ces deux fonctions, on peut en fait les exécuter indépendamment les unes des autres sur un élément. On monte, l'entrée nous renvoie un résultat. Puis ce résultat, grâce à l'opérateur de join sur les treillis, on peut l'assembler et ça nous donne la solution en fait de ces deux fonctions. Bon, ça c'est un peu l'idée, ce n'est pas tout à fait aussi simple en pratique, on verra un peu les challenges après. Et ça, en fait, ça existait déjà dans les années 70. J'ai trouvé ça un peu par hasard parce que ça n'a pas été trop exploré. C'est une notion d'itération asynchrone en interprétation abstraite. J'ai trouvé que plus ou moins qu'une référence des années 70, et c'est un rapport de recherche, donc c'est même pas vraiment un article, de Patrick Couzeau. Donc, je vais regarder un peu le temps pour voir. Donc, ici, c'est un peu ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, c'est la première partie qui va être bien sûr la plus longue. Ensuite, il y a une petite perspective avec les GPU et quelques explications. Et puis, bien sûr, après, à la séance de questions, vous pourrez me poser plus de questions sur ces domaines. Donc, d'abord, j'aimerais vous introduire à la programmation par contrainte, parce que, en fait, quand on rajoute cette couche d'interprétation abstraite, on monte direct en abstraction, et ça peut être compliqué si jamais on n'a pas déjà des notions un peu en raisonnement par contrainte. Donc, allons-y pour la programmation par contrainte. Voilà un exemple un peu plus compliqué que précédemment de contraintes. Donc, c'est un problème de contrainte. Imaginons, on a un HPC, c'est à la mode, et puis on a des GPU et des CPU sur cet HPC. Et après, on a tous nos scientifiques qui veulent exécuter des tâches sur ces CPU et ces GPU. Et là, pour simplifier un peu, on va dire que chaque tâche, on sait qu'elle a une durée, qu'elle va durer un certain temps, qu'elle utilise un certain nombre de ressources. Elle veut 2 GPU et un CPU, par exemple. Et il y a des tâches qui sont plus importantes que d'autres qu'on veut exécuter d'abord, ou alors des tâches qui sont liées. Donc, tâche 1 doit être finie avant tâche 2, etc. C'est un problème assez classique en programmation par contrainte. Et le but, c'est un problème d'optimisation. On veut scheduler ces tâches, ordonnancer ces tâches de manière à trouver un planning le plus petit possible. Donc, que tout ça finisse au plus tôt. Donc, en programmation par contrainte, le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'on ne va pas devoir spécifier comment on va résoudre le problème. On ne va pas devoir écrire l'algorithme, on va juste devoir spécifier les relations, donc les contraintes sur ce qu'on aimerait bien obtenir. Et je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble un problème de contrainte un peu à formaliser. Donc, on a ce problème de scheduling qui s'appelle RCPSP. Bon, on s'en fout un peu du problème, mais c'est juste pour illustrer ce qui va arriver ensuite. Donc, on a des tâches, chaque tâche a une durée.
on a des priorités entre ces tâches, et puis chaque tâche utilise des ressources. Et on a un nombre limité de ressources. Donc, CPU, GPU, c'est 2 ressources différentes. Un exemple, voilà, on a nos tâches. Ici, on a un peu les contraintes de précédence. Donc, on veut que tâche 1 finisse avant de commencer tâche 4, etc. Et chaque tâche ici a deux entiers. C'est le nombre de ressources qu'elles utilisent. Et en bas, d'ailleurs, je ne pense pas que vous voyez mon pointeur, je ne suis pas sûr, mais en bas à droite, on a un exemple de solution. Donc, on voit bien que tâche 1 et tâche 2 peuvent s'exécuter ensemble, parce qu'ils peuvent être exécutés en parallèle, et que la somme de leurs ressources n'excède pas les capacités des ressources. Donc là, on est content, et puis on peut vérifier ça pour toutes les tâches, et là, on a une solution. Par exemple, on ne pourrait pas exécuter tâche 3 et tâche 4 en même temps, parce que sinon, ça utiliserait 6 GPU, mais on n'en a que 5. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée d'un problème de contrainte. Et ce qui est bien, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas besoin de dire comment résoudre ce problème, on a juste besoin de le spécifier. Et voilà un exemple de modèle. Donc, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas très grave, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a des variables donc, qui prennent une valeur dans un domaine. Donc, au début, en fait, toutes les tâches, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'on doit démarrer une tâche. Et là, on a discrétisé le temps. Donc, chaque tâche peut démarrer à une certaine unité de temps, entre 0 et puis un horizon maximal. Et du coup, après, on peut poser nos contraintes sur ces tâches. Donc là, on a nos contraintes de priorité, précédence. Ici, on a des contraintes là, c'est un booléen, donc une variable booléenne, et ça nous dit si 2 tâches s'exécutent en même temps ou non. Et là, on a nos contraintes de ressources. Ça garantit que à tout moment, en fait, on n'excède pas les capacités de chaque ressource. Voilà, différents types de contraintes. Et puis, on met ça dans un langage assez proche, un langage de spécification. Moi, je connais Minizinc, je trouve sympa. On met ça dans ce langage et puis on clique un bouton et puis il va nous trouver un truc, une solution directe. Donc, on est content. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer rapidement un peu comment ça marche derrière. Donc là, on a vu la partie modélisation. Et maintenant, voyons un peu comment ça marche rapidement, parce que en fait, c'est assez simple, l'algorithme de base. Donc, formellement, un problème de satisfaction de contraintes, c'est une paire. Donc, DC, les variables avec leur domaine. Donc là, on a 2 tâches. Et puis, la première tâche peut commencer au temps 1, 2, 3, 4, et la deuxième tâche 2, 3, 4. Puis, on a des contraintes sur ces variables. Et une solution de ce problème, on va écrire ça comme ça. C'est une affectation des variables vers les valeurs. Maintenant, je pense que l'algorithme le plus utilisé, en tout cas dans les solvers de contraintes sur domaine fini, ça s'appelle la propagation et recherche. Donc, on a 2 étapes qui sont enchevêtrées. Donc, on fait propagation, recherche, propagation, recherche. Et la propagation, ça consiste à juste passer sur les contraintes et à virer les valeurs des domaines qui ne seront jamais satisfaits. Donc, je donne un exemple. Ici, on veut que la tâche 1 commence après ou en même temps que la tâche 2. Et du coup, on sait que la tâche 1 ne pourra jamais commencer à l'unité de temps 1, parce que si c'était le cas, on n'aurait pas de valeur de T2 ici, donc qui satisferait cette contrainte. Donc, on peut enlever cette valeur du domaine. Ensuite, la deuxième, différent de 4, c'est facile, il suffit d'enlever 4 du domaine. Mais en fait, il ne suffit pas d'appliquer qu'une seule fois toutes les contraintes, parce qu'ici, on peut réappliquer cette contrainte, qu'on voit un peu comme des fonctions, et pour virer d'autres valeurs. Donc, en fait, il faut appliquer toutes les contraintes qui sont représentées chacune par une fonction de propagation jusqu'à ce qu'on ait un point fixe. Donc, on voit si on a appliqué ça, après, les 2 autres, elles ne font plus rien, donc elles ont atteint ce qu'on appelle leur point fixe. Bon, mais là, on voit bien que voilà, on a atteint le point fixe de la propagation, mais c'est pas... du coup, ici, ce n'est pas 2, c'est 4, pardon. On atteint le point fixe de la propagation, mais on n'a pas pour autant une solution. Donc, il faut travailler encore un peu plus. Et ça, c'est fait avec une étape de recherche. Et en gros, on va diviser le problème en sous-problèmes et puis les considérer indépendamment les uns des autres. Donc, par exemple, ici, on découpe en 2 sous-problèmes, T1
qu'on affecte à 2, et puis dans un autre sous-problème, T1 qu'on affecte à 3, et puis on recommence la propagation, et puis on fait ça récursivement jusqu'à ce qu'on obtienne une solution du problème. Et si on n'a pas de solution, bon, on backtrack, hop, on va voir les autres problèmes. Bon, algorithme basique de backtracking. Et voilà comment on peut écrire ça. Donc voilà, c'est simplement notre couple. On a la propagation, et puis si on arrive à une solution, on la retourne. Si on a un domaine vide, ça veut dire qu'on n'a pas de solution, on retourne vide. Et puis après, on applique récursivement cette fonction solve sur chacun des sous-problèmes. Ça, c'est un algorithme de propagate and search en programmation par contrainte. Sur domaine fini, mais ça marche un peu pareil aussi sur les domaines continus. En tout cas, avec ce niveau de détail. Et maintenant qu'on a vu un peu la programmation par contrainte traditionnelle, j'aimerais bien vous ajouter la couche abstraite par au-dessus. Donc, je parlais au début des domaines abstraits, donc, que j'ai grossièrement simplifié en disant que c'était donc un treillis avec des fonctions extensives. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pas trop. Donc, on a un treillis. Donc, essayez de vous rappeler, pour ceux qui n'ont jamais fait de treillis, le diagramme que je vous ai montré au début avec les intervalles. Donc ici, on a notre ensemble d'intervalles, un ordre partiel, on a des intervalles qui ne sont pas ordonnés les uns aux autres. On a le join de 2 éléments, bottom, on peut aussi avoir top, on peut aussi avoir l'inverse du join qui s'appelle le mid, mais bon, on n'a pas besoin pour cet exposé. Et bottom, en fait, c'est, on peut comprendre ça comme l'état initial. Donc, quand on commence, on n'a pas d'informations, tous les domaines sont à leur maximum et puis on n'a encore rien filtré. On a une fonction d'interprétation qui est partielle. Donc là, nous prendre une formule logique, une contrainte, et nous renvoyer un élément du domaine abstrait. Le raffinement, qui là, si je reprends l'exemple de la programmation traditionnelle, va être la propagation. Donc on va essayer de raffiner notre élément pour obtenir un élément plus précis par rapport à la formule qu'on a interprétée avant. Le split, donc qui divise un élément en sous-éléments, c'est pour faire l'étape de recherche. Et puis, on a aussi un opérateur de déduction, l'entainment en anglais. Donc là, c'est une relation donc, qui est vérifiée si on peut déduire une formule d'un élément abstrait. On verra un peu un usage de ce truc-là plus tard. Donc ça, je pense, ça a été introduit la première fois par Marie Pello, Charles Truchet, Antoine Minet et Frédéric Benhamou en 2013. Et moi, j'ai un peu raffiné leur définition. Donc là, ce n'est pas tout à fait la définition qu'ils avaient, mais ça reste assez similaire. Donc, je vais vous donner un exemple de domaine abstrait. Et on va reprendre encore les intervalles. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié le début de la présentation. Et un domaine abstrait vraiment à peu près le plus basique qu'on puisse avoir, c'est l'ensemble des fonctions partielles, des variables vers les intervalles. Et en termes plus programmation, c'est comme si vous aviez un tableau indexé par des entiers, un peu les variables, et qui mappe vers des intervalles. Donc, ce domaine abstrait est très simple, mais il peut déjà traiter des contraintes de la forme x inférieur ou égal à d ou supérieur ou égal à d, et d est une constante entière dans ce cas-ci. Après, on peut définir tous nos opérateurs des domaines abstraits sur cette structure. Donc, par exemple, pour interpréter cette formule logique, ça va nous renvoyer ce domaine abstrait, donc il y a une fonction partielle qui va juste prendre x, le nom de la variable, et mapper ça vers son intervalle. Donc, pour cette contrainte spécifiquement, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à d. Voilà. Puis après, on peut définir l'ordre partiel, le join. Je vous laisserai peut-être lire ça plus tard, ce n'est pas trop important de bien comprendre ça maintenant, mais c'est juste pour donner des exemples comme quoi on peut définir ces opérateurs sur ce domaine abstrait. Un autre domaine abstrait que j'aime bien, qui a été introduit par Antoine Minet, c'est les octogones entiers. Ça marche aussi, moi je me concentre beaucoup sur les entiers, mais ça marche aussi sur les flottants et les rationnels. Qui permettent de traiter des
contraintes de cette forme. Donc, on a vu en fait le domaine, ce domaine abstrait s'appelle les box, les boîtes. Donc, mais ce domaine, il permet que de traiter des contraintes qui n'ont qu'une seule variable. Donc, ça ne permet pas de traiter les relations entre les variables, qui est quand même assez important. Et du coup, ce domaine des octogones permet de traiter des équations du style moins x plus ou moins y inférieur à une constante. Et après, on a... je ne vous définis pas les opérations ou ce domaine abstrait dans trop de détails parce que c'est un peu... je n'ai pas assez de temps pour faire ça, mais ce n'est pas trop compliqué en fait. Mais en gros, si on veut mettre deux octogones ensemble, ça va se faire en n carré. Si on veut faire le raffinement, donc faire une sorte de propagation sur les octogones, ça se fait en n cube. Et en fait, c'est un algorithme de graphe qu'on utilise, Floyd-Warshall, qui permet de trouver les plus courts chemins entre tout nœud d'un graphe, par exemple, mais aussi de faire la clôture transitive d'une relation. Et c'est un peu dans cette idée, ici, on fait la clôture transitive de toutes les contraintes. Donc, dans un seul élément d'octogone, on va rajouter plein de contraintes comme ça. Et puis, la déduction peut se faire en temps constant. Un exemple, en interprétation abstraite, ils aiment bien représenter ces domaines abstraits sous forme graphique parce qu'il y a souvent une intuition géométrique derrière. Donc, là, en jaune, ici, vous voyez, c'est juste le domaine des boîtes qu'on a vu précédemment et qui sont les contraintes décrites dans la première ligne ici. Rien de magnifique. Et en fait, les octogones, c'est comme si vous aviez en fait deux boîtes, dont une qui est tournée à 90 degrés. Donc voilà, et puis on prend l'intersection de ces deux boîtes, et puis ça nous fait un octogone, et on est content. On voit que de toute façon, les pentes ici sont représentées par ces équations à deux variables qu'on avait juste avant. Voilà, on a vu deux domaines abstraits, les boîtes très simples, juste avec des contraintes à une variable, et puis ceux-là avec des contraintes qui peuvent avoir deux variables, et c'est les contraintes de différence, on appelle ça aussi. Donc maintenant, si on reprend notre algorithme de propagated and search qu'on a vu en programmation par contrainte traditionnelle, on peut le généraliser un peu, et au lieu de prendre notre couple des C qu'on avait avant, on peut prendre un élément abstrait d'un domaine abstrait. Et ça va se passer comme suit, on va appliquer l'opérateur de raffinement, et puis on va appliquer le split pour diviser en sous-problèmes. Et puis on va aussi utiliser le split dans ce cas-là pour vérifier qu'on est arrivé à une solution, donc un élément qu'on ne peut plus diviser, ou alors qu'on n'a pas de solution possible. Bon, ça, ça a l'air de rien comme ça. On a l'impression que c'est un peu la même chose qu'avant. Mais en fait, il faut se dire que ces domaines abstraits, c'est quand même des treillis. Et les treillis, en fait, c'est très, très général. Et on peut vraiment avoir plein de types de solveurs de contraintes qui sont mis dans des treillis. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Et d'ailleurs, c'est une extension qui est conservative. Donc, on peut remettre notre couple des C avant. En fait, on peut voir ça comme un domaine abstrait également. Mais il y a plein d'autres domaines abstraits. On a vu les octogones. Donc, octogones qui, en fait, elles sont pas... C'est hyper efficace, c'est hyper bien, mais ce n'est pas trop utilisé, c'est pas du tout utilisé dans les solveurs de contraintes classiques. Donc, c'est pour ça qu'avoir des outils de l'interprétation abstraite pour faire de la résolution par contrainte, c'est intéressant. On a les polyédrons, et puis surtout, ce qui va nous occuper maintenant, c'est les produits de domaines. Donc, c'est vraiment là que je pense l'interprétation abstraite brille, c'est qu'on peut avoir ces différents domaines abstraits qu'on va pouvoir combiner ensemble. Et puis, en fait, la combinaison de deux domaines abstraits va nous donner un domaine abstrait, et ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de modifier notre algorithme ici, il va encore fonctionner, malgré qu'on va l'appliquer sur une combinaison de solveurs. Donc, voyons un peu quelques exemples de produits de domaines abstraits. J'aimerais reprendre le petit problème que je vous ai introduit avant avec les HPC, et puis on a des CPU, des GPU et tout ça. On a le modèle ici. Et dans ce modèle, on voit qu'on a des contraintes qui sont un peu de différents types. On a différents langages de contraintes. Donc, par exemple, ici, pour les précédences entre les tâches,
Ça, c'est trop bien parce que c'est des contraintes octogonales qui rentrent très bien dans le domaine abstrait des octogones. Mais par contre, tout le problème ne rentre pas dans les octogones. Et notamment, ces contraintes-là, qui sont en fait des contraintes de type pseudo-booléenne. Il y a des solveurs pseudo-booléens, c'est-à-dire que les variables sont booléennes, mais elles peuvent être pondérées par des entiers qui sont des constantes. Et puis finalement, on a cette contrainte du milieu qui une contrainte d'équivalence qui va un peu lier les deux langages de contraintes, donc le langage des octogones et des pseudo-booléens. Bon, moi, je n'ai pas implémenté un solveur pseudo-booléen, et à la place, j'ai utilisé un domaine abstrait de la programmation par contrainte, donc celui qui encapsule notre couple d'essais, qui est que je vais appeler PP ici. Donc, on va avoir deux domaines abstraits et puis un produit entre ces deux domaines abstraits pour pouvoir résoudre ce problème efficacement. Donc, vous voyez un peu la manière la plus simple de combiner deux domaines abstraits. Donc ici, on peut définir ce qu'on appelle un produit direct. Donc c'est vraiment un produit cartésien des deux treillis, où on doit redéfinir toutes les opérations sur ce produit. Et par exemple, le join ici, on voit que chaque composant des éléments on fait le join individuellement sur chacun des composants. Donc il n'y a pas de communication entre les composantes. Et puis pareil pour le refine, en fait, on va faire le raffinement individuellement sur le premier élément et le deuxième élément. Et du coup, on résout en fait deux problèmes de manière complètement séparée sans qu'il y ait échange d'informations. Donc ça, c'est un peu dommage. On ne va pas avoir une très bonne solution si on fait ça. Donc, ce qu'on a proposé, moi et puis Charlotte Truchet, Eric Monfroy et David Cachera, on a proposé un produit réduit. Alors, le produit réduit, c'est aussi un outil qui vient de l'interprétation abstraite. On a vu que le produit direct, ça n'échange pas d'informations, mais on peut rajouter une fonction qui va faire une sorte de merge entre les éléments du produit direct. Et cet opérateur de réduction, pour nous, en tout cas pour notre problème, ça va être un propagateur pour la contrainte d'équivalence ici. Donc, voyons ça. On a cette fonction ici. Donc, ce qu'on veut résoudre, c'est on a deux formules logiques, une d'un côté et une de l'autre, connectées par une équivalence logique. Et du coup, là, je vous donne l'exemple, bien sûr, avec PP et puis les octogones, mais on peut utiliser n'importe quel autre domaine abstrait, ça marchera pareil. Donc là, si on peut déduire phi1 ici de l'élément P, donc ça veut dire que ça va être vrai, alors il faut qu'on force de l'autre côté phi2 dans les octogones. Donc on le rajoute avec l'opérateur de join et puis on interprète cette formule-là dans les octogones. Et puis on fait pareil avec la négation, donc ça nous fait l'implication donc d'un côté, et puis on fait pareil de l'autre côté pour avoir l'équivalence. Et là, en fait, ça va automatiquement, quand une formule sera vraie dans un des domaines abstraits, ça va forcer la formule dans un autre domaine abstrait. Donc ça marche très bien pour ce problème de RCPSP, c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi aussi. Mais bon, ce n'est pas trop puissant, puisque finalement, ce produit réduit, ça marche que si on a des ensembles de variables qui sont disjoints, et puis qu'en fait, c'est juste les contraintes qui sont connectées dans une formule logique. La difficulté, c'est de trouver des produits en fait, qui permettent d'échanger de l'information si les deux domaines abstraits ont des variables en commun. Et puis, c'est ce qu'on a fait avec Charlotte et Eric. On a une autre proposition. Donc là, je vous donne un exemple un peu plus simple que le RCPSP avec que 3 contraintes. On voit bien que cette première contrainte ici, donc D ici, ça va être une variable maintenant. Ça peut être très bien traité dans les boîtes, il n'y a pas de souci. On va prendre la verte. La verte, d'abord, on voit que c'est entre 2 tâches et puis il n'y a que 2 variables. Très bien, ça peut être traité dans les octogones, pas de souci.
Et par contre, celle du milieu, ça ne peut pas être traité dans les octogones parce qu'il y a 3 variables et que les octogones, ça ne prend que des contraintes avec 2 variables. Et qu'en plus, cette contrainte, on voit qu'elle a des variables en commun avec celle la bleue et puis la verte. Donc, la solution que je vais vous montrer maintenant, c'est d'utiliser des opérateurs de raffinement sur le produit des deux domaines abstraits, des boîtes ici et octogone. On va voir un peu ça avec un exemple après. Donc, ça nous donne un nouveau domaine abstrait, mais c'est un domaine abstrait un peu particulier parce qu'on peut appeler ça un domain transformer. C'est un domaine abstrait qui est paramétré par un autre domaine abstrait. Donc, si vous faites du OCaml, c'est des foncteurs, par exemple, template en C++. Et du coup, on va avoir un élément du domaine abstrait paramétré et puis un ensemble de fonctions qui est de raffinement sur ce domaine abstrait sous-jacent. Donc, on demande en plus que ce domaine abstrait A ait des fonctions de projection. Donc, on a un terme logique et là, on veut la borne inférieure de ce terme et puis on veut aussi la borne supérieure de ce terme. C'est une projection d'un terme dans un domaine abstrait vers les intervalles. Et maintenant, on peut définir un nouveau domaine abstrait. Donc, on prend le produit boîte octogone qu'on met dans ce domaine transformer. Et puis, on va pouvoir faire un propagateur pour cette contrainte-là, qu'on va définir comme ça. Je vais vous la décrire avec un petit exemple, ce sera un peu plus simple. Donc, admettons qu'on ait cette variable D qui soit entre 1 et 3. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que T1 plus T2 doit être inférieur ou égal à 3. C'est obligé, il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. Et du coup, ça nous rend une contrainte octogonale qu'on peut envoyer vers les octogones. Et ça, on va appeler ça, en termes de l'interprétation de c'est une surapproximation de cette contrainte-là. C'est un peu comme une contrainte qui est impliquée au niveau logique. Ensuite, on peut faire l'inverse aussi. On peut, si on sait que T1 plus T2 est dans le domaine de 4, on peut envoyer 2 inférieur ou égal à D aux boîtes. Donc voilà, qui est aussi une surapproximation de l'autre contrainte. Et du coup, cette petite fonction de raffinement en fait, permet de faire de la communication entre 2 solveurs qui n'ont pas nécessairement des choses en commun, mais de manière générique. Donc là, je vous présente bien sûr, comme je dis, avec les octogones, les boîtes, mais on peut avoir n'importe quel domaine abstrait, ça marchera pareil, pour peu qu'on ait ces fonctions de projection. Donc, ça a pris un peu du temps de décrire tout ça. Avant de passer aux perspectives, je voulais quand même donner un mot sur les résultats, un peu les propriétés plus mathématiques de soundness et puis completeness, qui sont en fait des propriétés qu'on peut vérifier assez bien grâce à l'interprétation abstraite. Donc là, je vous ai donné pas mal d'exemples et tout. Maintenant, on va encore prendre un peu une vue un peu plus abstraite. Et je vois, en tout cas, ça c'est un peu une vue personnelle, mais ce framework de raisonnement par contrainte abstrait, je le vois un peu comme ce triangle-là, où on a ici l'ensemble des formules logiques du premier ordre, ou après, bon, ça dépend un peu comment on définit le reste. On a ce qu'on appelle un domaine concret. Donc ça, c'est l'ensemble des modèles de cette formule, mais cet ensemble peut être infini ou même pas calculable, en fait. C'est vraiment l'objet mathématique, donc le truc qu'on ne peut pas vraiment implémenter tel quel dans l'ordinateur. Et de l'autre côté, on a les domaines abstraits, donc je vous ai déjà parlé un peu. Et voilà. Et puis, on a des fonctions qui connectent tout ça. Donc, on peut interpréter notre formule logique, c'est la fonction d'interprétation que j'ai donnée avant, vers un élément abstrait. On peut l'interpréter vers un élément concret. Et puis, les deux peuvent communiquer. Donc, là, on a une fonction de concrétisation et une fonction d'abstraction. Dans la suite, moi, je ne vais pas trop utiliser la fonction d'abstraction. Je vais m'en passer. Mais en interprétation abstraite, en fait, on a pas mal de domaines abstraits qui ont cette paire de fonctions. Et puis, pour les connaisseurs, ça nous donne souvent
mais pas toujours une connexion de Galois. Et ça, en fait, ce framework, ce petit triangle, je trouve, c'est vachement intéressant parce que, bon, là, c'est la programmation par contrainte. On a des formules logiques, on veut chercher des modèles. Mais ça représente, en fait, la syntaxe. Et en interprétation abstraite, ça ne va plus être une formule logique, ça va être un programme, donc la syntaxe dans le programme. Et puis cette fonction d'interprétation, ça va être de chercher, par exemple, toutes les traces du programme, tout ce que le programme peut produire comme résultat. Il y a aussi des exemples très intéressants parce que je pense que ça peut s'appliquer vraiment dans plein de domaines différents. Cette idée qu'on a d'un côté les trucs mathématiques qu'on ne peut pas nécessairement calculer et d'un autre côté l'implémentation, mais qui n'est pas forcément aussi précise que le domaine mathématique. Et un exemple que j'aime bien, c'est celui du typage graduel, qui est une technique assez récente dans les langages de programmation. Et d'un côté, on va avoir le typage dynamique, d'un programme qui n'est pas typé, et de l'autre côté, le typage statique, donc, qui est une forme d'interprétation abstraite. Mais bon, ne nous égarons pas trop, et continuons avec notre raisonnement par contrainte. Donc, pour illustrer un peu ce triangle, prenons encore une fois de plus une contrainte simple, mais cette fois-ci sur les flottants. Donc, on a notre formule logique ici. Très bien, c'est juste de la syntaxe. Hein. Voilà, ça représentait sous forme d'AST dans un langage. Le domaine concret, par exemple, pour ce cas-là, pour en tout cas cette formule-là, ça va être l'ensemble des parties des réels. Et on va avoir cet ensemble-là. Donc, c'est tous les réels compris entre 2.25 et 2.75 exclus. Donc, ça, c'est un ensemble infini. On ne peut pas le représenter tel quel dans l'ordinateur. Mais bon, on peut faire d'autres choses. On peut l'approximer par juste un couple de flottants, donc les intervalles. Mais on ne peut pas l'approximer exactement. C'est là où je veux en venir. Et c'est un peu ça que l'interprétation abstraite nous amène aussi. C'est qu'on a un peu un trade-off entre on peut soit obtenir une de ces deux propriétés, la completeness et la soundness. Donc, on peut soit calculer toutes les solutions, mais on va en avoir un peu en plus, qui ne sont pas des solutions, mais bon, on se dit tant pis. Ou alors, on peut calculer un sous-ensemble des solutions, et là, on va avoir que des solutions, mais peut-être il y en a d'autres qu'on n'a pas calculées. Et ça s'appelle une surapproximation pour le premier. Donc, par exemple, si on prend cette formule logique et qu'on a cet intervalle, eh bien alors, on va avoir que 2.25 et 2.75 ici, ils vont être compris dans l'intervalle, mais ils ne sont pas des solutions pourtant. Donc voilà, on a toutes les solutions, hein, on peut s'y imaginer, mais on en a en trop. Et la sous-approximation, c'est un peu, je ne vais pas dire le dual, hein, parce que ce n'est pas très correct techniquement, mais c'est un peu dans l'autre sens, où on va avoir des solutions manquantes. Donc, par exemple, on peut approximer ça avec les flottants. Donc là, j'ai pris des flottants qui sont à l'intérieur de cet intervalle-là. On pourrait imaginer des flottants plus proches de 2.25 et de 2.75, mais c'est juste pour illustrer. Et là, par exemple, on va avoir 2.26 et 2.74 qui sont des solutions manquantes. Donc voilà. Très rapidement, parce que je ne veux pas trop déborder, le domaine concret peut être défini de manière assez classique avec les outils de la logique. Donc, on va simplement calculer l'ensemble des modèles d'une formule logique. Et notre domaine concret, ça va être l'ensemble des solutions qui forment un treillis et qui est ordonné par l'inverse de l'inclusion. Oui, moins on a de solutions, plus on a une formule logique avec plus de contraintes. Okay. Et finalement, voyons un peu comment on connecte tout ça et comment on fait des preuves sur nos domaines abstraits. On peut prouver que nos domaines abstraits ou nos fonctions de raffinement, donc ces fonctions qui ne font que monter dans notre treillis, sont des sous-approximations ou des sur-approximations. Et donc, voici un petit exemple, j'espère que ça ne fait pas trop peur. On a donc interprété notre formule logique ici, c'est un élément abstrait. Là, on a notre monde concret, donc le monde mathématique. On sait que les solutions de cette formule, c'est ce point-là.
Mais peut-être, comme je vous disais, ce point-là est infini et puis on ne peut pas le calculer. Donc, on a deux choix. Soit on peut le sous-approximer, donc ça va être ce point-là. On va avoir un point dans le treillis qui est plus haut, donc il va y avoir des solutions manquantes, ou le sur-approximer, donc il y a un point dans le treillis qui est plus bas. Dans ce cas-là, on aura toutes les solutions, mais on en aura en trop. Et du côté abstrait, parce qu'en fait, tous nos calculs vont se faire de ce côté-là, de ce côté abstrait, mais les preuves, on va utiliser ce domaine abstrait, cette fonction de concrétisation. Une fonction de concrétisation qui, normalement, n'est pas implémentée, c'est un outil purement mathématique. Du coup, les sous-approximations, c'est aussi lié un peu à la terminaison, à l'existence d'un point fixe de cette fonction de raffinement, parce que on monte, mais on ne peut pas monter à l'infini. Il faut bien qu'il existe à un moment donné, parce que bon, on est sur machine, on a un temps fini de calcul. Il faut bien qu'il existe à un moment donné un point qui va sous-approximer ce point concret. Et puis, une fois qu'on en a trouvé un, on n'a pas besoin de sous-approximer encore plus. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on va encore perdre plus de solutions. Bon, dès qu'on en trouve un, en fait, on veut s'arrêter. C'est pour ça ici qu'on a le « il existe ». Et sur-approximation, en fait, c'est un peu l'inverse. On peut avoir des fonctions de raffinement qui n'ont pas nécessairement un point fixe calculable en temps fini. En fait, on s'en fiche. On peut l'appliquer. Et plus on l'applique, ça veut dire plus on va enlever des points qui ne sont pas des solutions de notre domaine. Et donc, c'est ce qu'il faut garantir quand on fait un peu le design de domaine abstrait. Et puis, bon, une fois qu'on a ça, on peut partir un peu dans les maths et puis prouver pas mal de choses très intéressantes, notamment quand on fait de la composition de domaines abstraits. Si on en a deux qui sont sous-approximants, est-ce que quand on les met ensemble, ça conserve cette propriété? Et inversement, s'ils sont tous les deux sur-approximants, est-ce que ça conserve cette propriété? Et donc, ça aussi, c'est des choses étudiées en interprétation abstraite que j'ai réétudiées du point de vue de la programmation par contrainte. Et donc, c'est un article qui est en cours d'écriture. Il y aura le lien dans les références des slides plus tard. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Je vais passer un petit peu. Pour finir sur cette partie théorique, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a cette fondation mathématique qui est la théorie des treillis, et qu'en fait, quand on prouve des résultats dessus, ça s'applique après à n'importe quel treillis, donc potentiellement à beaucoup de solveurs différents. Donc ça, c'est un peu la puissance des mathématiques. Quand on monte un peu en abstraction, des fois, c'est plus dur quand même, mais les résultats sont aussi plus généreux. Et voilà, bon, maintenant, j'ai un peu fini de parler un peu des fondations de tout ça. Et j'ai envie de parler des perspectives. Et tant qu'on est un peu dans la combinaison de domaines, je mettais cette perspective ici. Donc, on a quand même des problèmes qui nous restent un peu sur le dos. Tout ça, c'est donc la programmation par contrainte et l'interprétation abstraite, c'est assez récent finalement, surtout dans la dernière décennie que c'est une théorie qui est développée. Donc, si on a une formule logique et on a des domaines abstraits, déjà, comment on sait quelle partie de la formule logique on va mettre dans quel domaine abstrait? Parce qu'il y a des domaines abstraits qui gèrent, qui ne sont pas tout à fait disjoints au niveau du langage de contrainte qui gère. Et du coup, ça, c'est un problème ça n'a pas l'air, mais c'est assez compliqué et puis c'est pas trop résolu. Et ils ont un peu le même problème aussi en interprétation abstraite, d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, quelque chose d'encore plus général peut-être, admettons qu'on file à notre solveur une liste, ok, moi je t'ai implémenté ces 10 domaines abstraits et puis ces 5 combinaisons de domaines abstraits. Maintenant, crée-moi un domaine abstrait qui peut me résoudre cette formule logique. Et donc là, peut-être des approches... je me sens forcé de le dire vu qu'on est dans un GDR-DIA, mais les approches de machine learning et tout ça, ça pourrait être assez intéressant, je pense, d'explorer ça, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile de faire à la main. Et donc, voilà. Et maintenant, il me reste peut-être, vous m'arrêtez si je suis trop long, mais peut-être 5-10 minutes pour vous parler un peu des GPU. Peut-être ça vous intéressera même plus, certains. Puisque les GPU, c'est très utilisé maintenant en intelligence artificielle grâce à la révolution du machine learning, mais en fait, ce n'est pas du tout utilisé, ou très
très peu en raisonnement par contrainte. Parce que finalement, les algorithmes, celui qu'on a vu, Propagate and Search, ils ne s'appliquent pas directement sur GPU. C'est un peu difficile de faire cette traduction. Ce n'est pas des matrices et des produits de matrices, par exemple. Donc, voyons un peu l'idée générale derrière ça. Donc ça, c'est le petit schéma que je vous montrais au début. On applique nos deux fonctions extensives de bottom, plop, et puis après, elles calculent chacune séparément, et puis on met les résultats ensemble. Bon, ça, c'est bien d'un point de vue un peu théorique, mais ça voudrait dire qu'on doit dupliquer la mémoire pour laisser travailler ces deux fonctions individuellement sur la mémoire, et puis qu'une fois qu'elles ont un résultat, on va mettre ensemble le résultat. Ça, c'est très coûteux, surtout en programmation par contrainte, où vous imaginez, on a un ensemble, par exemple, si on a 100 variables, un store de variables, et on a 1000 contraintes, ça voudrait dire qu'on doit qu'on doit d'abord copier les 100 variables 1000 fois, et puis qu'on applique tous les opérateurs ensemble, et puis qu'on doit merger tout après. Bon, c'est pas trop réaliste en pratique. Maintenant, admettons que ces deux fonctions, à la place de faire ça, on fait un truc un peu plus pratique du côté du parallélisme, ces deux fonctions vont partager la mémoire, donc vont être appliquées aux au même élément, donc à la même mémoire. Donc ici, ça ne va pas poser plus de problèmes que ça, parce que ces deux fonctions, il y en a une qui va modifier la borne inférieure des intervalles et l'autre la borne supérieure. Donc en fait, elle modifie des variables séparées. Ça ne pose pas vraiment de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a ces deux fonctions? Je les modifie un peu pour que ces deux fonctions modifient en fait la même valeur. Donc, ces deux fonctions extensives. Et G va modifier, donc transformer le 0 en un 1, et puis F va modifier le 0 en un 2. Donc, bien sûr, quand on exécute ces deux-là en parallèle, on aimerait bien que le résultat, ce soit quand même 2, 3, parce que sinon, on va perdre de l'information. Mais ce n'est pas garanti en parallélisme. On peut très bien avoir cet élément-là. Admettons que ces deux fonctions, ici, je vous mets du code C++ pour rendre les choses peut-être plus concrètes. Ils rentrent tous les deux là-dedans au même moment, interruption des threads, tout le tintouin, on connaît. Et on arrive ici. Et puis, F écrit dans la lower bound 2, et puis après, G, il passe par ensuite, et puis il écrit 1. Et puis après, on a 1 et 3, et on n'est pas trop content, parce qu'on a eu une race condition. En fait, ça... l'intuition qu'on a dans le projet qu'on est en train de développer ici à l'université, donc en collaboration avec Frédéric Pinel, je ne l'ai pas dit, c'est qu'en fait ça, c'est pas grave, on peut avoir des race conditions. C'est une idée un peu surprenante parce que, en tout cas pour moi, parce que dans la programmation parallèle, on essaye toujours d'éviter ça. Et en fait, quand on a des treillis et des points fixes, donc c'est les deux ingrédients qu'il nous faut, ça rend notre modèle tolérant aux race conditions. Donc pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va exécuter. Donc, admettons je vous donne l'exemple. Admettons on a F et G, les mêmes qu'avant. On l'exécute. Hop, il nous renvoie 1, 3 ici au lieu de 2, 3. On n'est pas content. Mais en fait, tout ce système de fonctions est exécuté jusqu'à ce qu'ils atteignent un point fixe. Et ici, F et G, ils ne sont pas un point fixe. On va les réexécuter une deuxième fois. Et la deuxième fois, en fait, comme vous voyez ici l'implémentation de la lower bound, G, qui aura déjà écrit, il va vouloir mettre à jour la lower bound avec 1, mais il ne va pas pouvoir rentrer, il ne va pas pouvoir le faire parce que ce n'est pas une meilleure borne inférieure que ce qu'il y a pour le moment. Et du coup, G va lui pouvoir le faire. Et puis là, ils vont mettre à jour la valeur, la deuxième fois va être la bonne, 2, 3, et puis on est content parce qu'on n'a pas perdu d'informations, et malgré que dans ce processus, on ait eu une race condition. Donc voilà, si vous devez retenir peut-être un truc sur les GPU et les contraintes, je pense que moi, les deux ingrédients qu'il nous faut, c'est les treillis et puis des opérateurs de points fixes sur ces treillis. Et si on a ça, c'est pas grave, en fait, les race conditions. Donc, on a expérimenté cette idée parce que, bon, c'est bien de le dire en théorie, mais est-ce que vraiment ça marche? On a implémenté un prototype. Donc, ça, c'est un projet qui est, je vous dis, c'est un solveur de contraintes qui n'est pas trop général encore, qu'on est en train d'étendre et tout ça.
Vous pouvez jeter un œil ici sur le GitHub. Et c'est un solveur de contraintes basé sur l'algorithme propagation et recherche, mais qui est entièrement sur le GPU. Donc même la partie recherche est sur le GPU. Et en utilisant cette idée que je vous ai présentée juste avant, on n'a quasiment pas de synchronisation entre les threads. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit aussi, j'aurais peut-être dû préciser, c'est que quand on veut programmer 7000 threads, on ne peut plus commencer à faire des trucs où on va dire, alors si celui-là il est exécuté d'abord, et puis vous savez, il y a cet article très célèbre de Edward Lee, The Problem with Thread, et bon, quand on a 7000 threads, c'est encore plus accru. Du coup, on ne veut pas devoir synchroniser les threads. Et là, on a quand même dû rajouter, pour les connaisseurs de CUDA GPU, 2 sync threads, qui sont en fait des barrières, une sorte de barrière de thread. Mais ça, c'est dû à cause de la stratégie d'ordonnancement à l'intérieur d'un GPU, on ne sait pas comment il ordonnance les trucs, et pour être sûr, on rajoute ça. Et on n'a pas d'instruction atomique non plus, parce qu'on pourrait rajouter ça, mais ça, on ne veut pas, peut-être c'est trop lent. Et puis, c'est toujours, on ne veut pas réfléchir en fait, au parallélisme. On va être dans un modèle que voilà, on écrit nos trucs et puis ça marche. En fait. On n'a pas besoin de faire de l'atomique. Bon, c'est un petit mensonge, on a juste un de statement atomique, c'est pour mettre à jour dans les problèmes d'optimisation la borne inférieure ou supérieure. Mais encore ça, on pourrait s'en passer aussi. Bon, voilà, il y a pas mal d'optimisation à faire, c'est que je disais préliminaire. Et déjà, malgré tout, on a une boucle de propagation hyper naïve, donc on exécute tout linéairement, et dans les vrais solvers, il y a quand même tout un système basé sur les événements. Voilà. Et malgré que voilà, on n'a pas trop optimisé, on est déjà un peu x10 en moyenne par rapport à G-code pour des problèmes qui sont assez simples, tout ça. Faut pas... Bon, il y a encore du boulot avant d'être 10 fois plus rapide que G-code en général. Mais voilà, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et pour finir cette partie GPU, bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment se fait un GPU, moi-même, avant d'arriver ici, je ne savais pas trop. On a une sorte de mémoire dite globale. Donc ça, c'est vraiment les derniers modèles de GPU. Donc 40 Go, c'est énorme. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'intérieur d'un GPU, oui, on a 7000 cœurs, mais c'est 7000 cœurs qui sont divisés par tranche de 64 cœurs. Donc ça s'appelle des streaming multiprocessors. Et sur la A100 ici, on en a 108. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a plus besoin que le code qu'on envoie au GPU, ce soit exactement le même. Vous savez, on dit, voilà, SIMD, qu'on envoie une ligne de code, tous les cœurs doivent exécuter la même ligne de code. En fait, ça, c'est plus vrai. C'est seulement à l'intérieur d'un SM que ça tient. Parce que chacun des SM ici a leur propre scheduler d'instruction. Et l'idée de l'architecture de notre solveur de contraintes, on a expérimenté 2-3 trucs, mais ce qu'on a trouvé le plus efficace, c'est que chacun des nœuds, donc des sous-problèmes, on l'exécute sur un SM en particulier. À l'intérieur d'un SM, on fait ce qu'on appelle le end parallelism. Donc là, on exécute les propagateurs en parallèle, ce qui nous permet d'utiliser le cache, parce que chacun de ces SM-là a un cache L1 qui n'est pas très gros, mais il y a certains problèmes qui rentrent là-dedans. Et du coup, ça permet d'être vraiment très rapide. Donc voilà. Donc pour conclure, je n'ai pas une conclusion énorme, mais l'idée c'est que peut-être que l'interprétation abstraite peut nous amener, ou une extension de l'interprétation abstraite, peut nous amener à une sorte de théorie qui permettrait d'unifier les différents solvers de résolution par contrainte, SAT, SMT, ASP, programmation logique, programmation par contrainte, continue, discret, etc. Et programmation linéaire, bien sûr, très grand domaine. Mais bon, on n'est pas encore là, malgré on a des résultats théoriques qui sont intéressants. Il n'y a pas beaucoup de solvers qui sont basés là-dessus pour le moment. Et je vous résume un peu cette talk en 2 diagrammes. Et du coup, on a vu ici ce trifecta syntaxe, domaine abstrait, donc machine implémentable, et puis domaine mathématique, peut-être pas calculable. Et puis, cette idée de fonction extensive sur GPU qu'on exécute en parallèle et que, grâce à ce que je vous ai un peu expliqué, on n'a pas de data race nécessairement. En tout cas, sur les intervalles, parce que oui,
Et puis voilà, j'ai terminé. Il y a quelques références ici. On vous donnera le lien des slides quelque part. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre. On va maintenant passer aux questions. Alors n'oubliez pas d'ouvrir votre micro si vous avez des questions à poser ou alors utiliser la partie discussion. Frédéric? Oui. J'ai une question si je peux. Vas-y Charlotte, je t'en prie. À Nantes. Bonjour Pierre, merci pour le séminaire. Salut Charlotte.